Mon ex-femme et son petit ami ont ri de moi pendant que notre divorce était finalisé, jusqu'à ce que le juge révèle une dernière surprise qui les a laissés en larmes. Ils sont entrés dans la salle d'audience comme des mannequins d'une publicité pour du beurre, confiants, souriants, convaincus qu'ils allaient repartir avec la moitié de tout ce que j'avais construit. Et moi? Je me suis simplement assis, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai laissé le juge faire ce qu'il fait de mieux. Disons juste que tout ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. J'ai 32 ans et je veux partager l'une des expériences les plus dingues de ma vie, mon divorce. Je peux dire sans exagérer qu'il y a eu plus de drames que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai rencontré mon ex-femme il y a environ 7 ans. On est sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier. À l'époque, j'étais convaincu qu'on vivait quelque chose d'exceptionnel, alors je me suis lancé à fond dans la relation. Je travaille dans la vente immobilière depuis un bon moment. Ce n'est pas un métier très glamour, mais ça me permet de payer les factures et de me faire plaisir de temps en temps. Elle, de son côté, travaillait à mi-temps dans une boutique locale avant le mariage. Mais après notre mariage, elle a décidé de prendre une longue période de découverte personnelle. J'ai essayé de comprendre. Je pensais qu'avec le temps, elle trouverait sa voie. Au début, je n'ai pas vu de signaux d'alarme. On a emménagé dans une petite maison que j'avais achetée avec mon propre argent avant le mariage. Mon père avait juste co-signé le prêt pour m'obtenir un meilleur taux d'intérêt. Mais tous les paiements mensuels venaient de ma poche. Mes parents l'ont tout de suite apprécié. Elle passait du temps avec ma mère à parler de fringues ou de potins locaux, et elle regardait les matchs avec mon père en discutant sport. Elle semblait sociable et chaleureuse. Ma sœur, qui est un peu plus jeune que moi, était plus méfiante. Elle m'a dit une fois qu'elle avait l'impression que ma femme était plus intéressée par ce qu'elle pouvait obtenir de cette relation. Mais je n'ai pas écouté. J'étais amoureux et je pensais qu'on formait une équipe solide. Les mois ont passé, et les choses ont commencé à changer. Elle sortait souvent le soir, disant qu'elle avait besoin d'espace ou qu'elle allait voir des amis dont je n'avais jamais entendu parler. Elle rentrait à l'aube et me faisait passer pour un parano dès que je posais une question. J'ai essayé de lui laisser de l'espace, pensant qu'elle étouffait à ne pas travailler et à rester enfermée à la maison. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose clochait. Ma sœur aussi a remarqué un changement. Elle m'a dit qu'à chaque fois que ma femme venait la voir, elle semblait ailleurs, comme si elle avait la tête complètement déconnectée. Un soir, elle est rentrée à 2 heures du matin. J'étais assis dans le salon, réveillé, inquiet. Dès qu'elle m'a vu, elle a eu l'air surprise que je sois encore debout. Je lui ai demandé où elle était, et elle s'est tout de suite mise sur la défensive, criant que j'étais contrôlant et parano. Elle a claqué la porte de la chambre, me laissant seul, complètement paumé. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Aucune excuse, aucune explication. Elle a repris sa vie normalement, comme si je devais faire semblant que rien ne s'était passé. Finalement, la méfiance m'a rongé. Un jour, j'ai vu son téléphone posé sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche, et je l'ai regardé. Je sais que beaucoup disent qu'il ne faut pas fouiller dans le portable de son partenaire, mais avec tout ce qui se passait, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et là, j'ai tout vu, des messages très explicites avec un autre homme. Loin d'une simple amitié. Suffisamment graphique pour détruire le peu d'espoir qui me restait. Mon cœur s'est effondré. Quand je l'ai confrontée, elle a explosé, essayant de retourner la situation contre moi, disant que j'étais le méchant pour avoir envahi sa vie privée. Mais au fond de moi, je savais, notre mariage était fini. On s'est violemment disputé cette nuit-là. Elle m'a accusé de ne jamais avoir soutenu ses rêves, ce qui est absurde, vu qu'elle ne m'avait jamais dit quels étaient ses rêves. Elle disait qu'elle se sentait étouffée, alors que je lui avais toujours laissé une totale liberté. Je lui ai dit qu'elle m'avait trompé, et elle n'a même pas cherché à le nier. Elle est partie furieuse. Je me souviens d'être resté assis à la table de la salle à manger, fixant le mur, tentant de comprendre comment tout avait pu basculer du paradis au chaos aussi vite. Les semaines suivantes ont été tendues. Elle sortait encore plus, parfois ne rentrait que le lendemain. On se parlait à peine. Mon père a vu que j'étais mal et m'a invité à dîner sans elle. Ce soir-là, mes parents et ma sœur se sont réunis autour de moi. Ils m'ont dit que je méritais mieux et que je ne devais pas la laisser me piétiner comme ça. Ils m'ont fait comprendre qu'il était peut-être temps d'accepter que ce mariage était irréparable. Ça m'a fait mal, mais je savais qu'ils avaient raison. Peu de temps après, j'ai découvert qu'elle s'était installée chez le type avec qui elle échangeait des messages. Un après-midi,
je suis rentré plus tôt pour tenter d'avoir une conversation calme, et je l'ai trouvé en train de faire ses valises tout en disant au téléphone qu'il fallait libérer de la place dans le placard. J'étais fou de rage, mais en même temps, j'ai ressenti un soulagement étrange. Au moins maintenant, je connaissais toute la vérité. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait et partir. Elle m'a jeté un regard entre le mépris et la pitié puis elle est partie. Ensuite a commencé le vrai cauchemar, le divorce officiel. Elle a engagé un avocat, et pas n'importe lequel. On a dû suivre toutes les procédures de notre État, période d'attente, médiation, tout le tralala pour tenter un accord. Mais il m'était impossible d'accepter ces exigences insensées. Elle voulait la moitié de tout, de la maison, de mes économies, même de la valeur de ma voiture. En gros, elle voulait me laisser ruiner. Et son nouveau mec était là, à chaque session de médiation, avec ce petit sourire en coin, comme s'il s'apprêtait à gagner au loto. Mes parents étaient révoltés, mais ils m'ont supplié de ne rien faire d'impulsif. Ma sœur, elle, a été plus directe. Lâche les gants, et entre dans ce tribunal avec le sang aux yeux. Je me sentais tiraillé entre deux impulsions, une partie de moi voulait se venger, l'autre voulait gérer les choses de manière calme et logique. Mon avocat m'a conseillé de garder mes émotions sous contrôle et de me concentrer uniquement sur les faits. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai rassemblé chaque reçu, relevé bancaire, et documents prouvant que j'avais acheté la maison avant le mariage. J'ai aussi veillé à prouver qu'elle n'avait jamais contribué d'un centime à l'hypothèque ou aux factures. En résumé, elle avait vécu entièrement à mes frais. La bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, les biens acquis avant le mariage peuvent rester votre propriété à condition de ne pas les mélanger avec les biens communs. Et j'avais tout gardé bien séparé. Mon avocat m'a dit que nous avions un dossier solide. Mais malgré ça, chaque séance de médiation était un enfer. Elle jouait les victimes, douces et vulnérables devant le médiateur, affirmant qu'elle ne savait pas quoi faire de sa vie maintenant et qu'elle avait abandonné sa carrière pour moi. Amusant comme elle oubliait commodément que c'est elle qui avait quitté son emploi d'elle-même et qu'à ce moment-là, elle vivait déjà avec un autre homme. Son nouveau copain était encore plus arrogant. Il murmurait parfois des commentaires, comme s'ils allaient bientôt s'installer dans la maison de leurs rêves financée avec mon argent. Son arrogance était incroyable. Puis nous sommes arrivés à la dernière ligne droite, l'audience finale où le juge allait trancher. La veille, j'ai reçu un message de son copain sur les réseaux sociaux, se moquant de moi et disant que je n'allais garder que des miettes. Il a même écrit: « Je ne crois pas que tu sois aussi débile, mec. Merci pour tout, on va en profiter. » J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à mon avocat. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement bloqué et j'ai continué ma route. Je savais que perdre mon sang-froid pouvait jouer contre moi au tribunal, alors j'ai gardé mon calme. Cette nuit-là, pourtant, j'étais au bout du rouleau. Impossible de dormir. Je faisais les 100 pas dans le salon, imaginant tous les scénarios possibles. J'ai même rêvé que je perdais ma maison, mes économies, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Le lendemain matin, mon père a proposé de m'accompagner au tribunal, j'ai accepté. J'avais besoin de soutien. En arrivant, j'ai vu mon ex-femme et son copain dans le couloir, en train de rire comme s'ils allaient voir une comédie. Mon avocat m'a serré la main fermement, et nous sommes entrés. Le juge était sérieux, direct, ce qui, honnêtement, m'a rassuré. Mon avocat a présenté les preuves, la chronologie de l'achat de la maison, les relevés montrant que j'avais financé tout avant et pendant le mariage, et les messages où elle reconnaissait n'avoir rien contribué. Son avocat a tenté de brosser un tableau tragique, disant qu'elle avait sacrifié ses rêves pour se consacrer à la vie de famille. Mais cette version ne collait pas à la réalité. Puis, mon avocat a sorti les messages prouvant qu'elle était déjà en couple avec l'autre homme avant même de quitter la maison. Le juge lui a posé quelques questions directes, lui demandant à quel moment exactement elle avait commencé cette relation et si, avant cela, elle m'avait annoncé son intention de divorcer. Elle s'est embrouillée dans ses réponses. Il était évident qu'elle mentait sur toute la chronologie. J'ai remarqué un léger changement dans l'expression du juge. Il a feuilleté les documents, fait une pause, puis a demandé s'il y avait d'autres remarques. Mon avocat a souligné que, même si une pension alimentaire temporaire pouvait être envisagée, étant donné qu'elle ne travaillait pas, il était absurde qu'elle exige la moitié de mes biens, surtout vu la courte durée du mariage et son absence totale de contribution financière. Le juge a hoché la tête et dit qu'il avait besoin d'une courte pause pour rendre sa décision. Nous sommes sortis de la salle. Elle et son copain étaient dans un coin,
en train de chuchoter. J'ai entendu le gars dire. T'inquiète pas, chérie. C'est dans la poche. J'ai serré les dents, mais je me suis retenu. Après ce qui m'a paru une éternité, même si ça n'a duré que 15 minutes, on nous a rappelés dans la salle. Mon cœur battait à tout rompre. Le juge a commencé à exposer les faits, le mariage avait été de courte durée, la maison avait été achetée avant l'union, et il y avait des preuves qu'elle avait très peu contribué, que ce soit financièrement ou dans les tâches ménagères. Puis est venue la décision, elle ne recevrait pas les 50% ou plus qu'elle réclamait. À la place, le juge a statué pour un accord minimal, juste pour l'aider à se remettre sur pied, avec une pension temporaire de courte durée qui serait rapidement suspendue, notamment parce qu'elle vivait déjà avec un autre homme, ce qui constituait une nouvelle source de soutien. L'expression sur leur visage était inestimable. La mâchoire de mon ex a failli toucher le sol, et son copain a immédiatement perdu son sourire suffisant. Elle a essayé de protester. Son avocat a demandé au juge de reconsidérer. Mais il a répondu fermement. Non. Ma décision est définitive. Mon avocat m'a lancé un petit sourire, et j'ai senti un immense soulagement m'envahir. J'ai enfin pu respirer. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que la justice m'avait rendu ce que j'avais perdu. Quand la séance s'est terminée, nous nous sommes levés. Mon ex s'est approchée, furieuse, me disant que je ne m'en sortirais pas comme ça. Je lui ai simplement répondu. Le juge a tranché sur la base des preuves. Tu dois l'accepter. Son copain avait l'air prêt à se battre, mais mon père s'est approché. L'autre m'a traité de loser, à voix basse. Et j'ai répondu. Un loser? Aujourd'hui, c'est toi qui as tout perdu. Alors fais avec. Il a rougi et est parti furieux avec elle. Devant le tribunal, mon père m'a serré dans ses bras. Ma mère et ma sœur étaient à la maison, attendant impatiemment des nouvelles. Mon avocat m'a serré la main et a dit. C'est l'un de ces rares cas où tout s'aligne en faveur de celui qui a toujours été honnête. Nous avons quitté le tribunal, et mon père a plaisanté. Alors, on va fêter ça avec un verre? Tu peux en être sûr. J'ai accepté la voiture de mon père. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma mère et ma sœur, elles étaient euphoriques. Ma sœur hurlait au téléphone à quel point c'était jouissif de voir ces deux-là se faire remettre à leur place. J'étais tellement chargé d'adrénaline qu'on aurait dit que je venais de gagner une finale de championnat. Quelques jours plus tard, j'ai entendu dire, par des connaissances communes, que mon ex-femme était furieuse, persuadée que le juge avait été partial. Son copain, quant à lui, pleurnichait que le système était injuste, le même système qu'il pensait leur remettre mon argent sur un plateau d'argent. Apparemment, il racontait à qui voulait bien écouter qu'ils allaient faire un énorme investissement dès que le divorce serait finalisé. Sérieusement, ils comptaient les œufs avant que la poule ne les ponde. Maintenant, ils étaient confrontés à la réalité, ils n'avaient quasiment rien obtenu. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait du bien de voir ces deux-là faire face aux conséquences de leur propre égoïsme. Ils pensaient pouvoir jouer avec moi, que le tribunal allait leur offrir tout ce que j'avais construit avec effort. Mais non. La loi a suivi les faits. Les gens supposent souvent que l'ex-femme ressort toujours gagnante d'un divorce, avec un beau chèque. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout quand c'est elle qui quitte le mariage et ne contribue à rien. Après tout ça, j'ai décidé de reconstruire ma vie. J'ai recommencé à sortir avec mes amis, j'ai enfin pris des cours de guitare, ce que je repoussais depuis des années, et j'ai repris la salle de sport. Mes parents m'invitaient plus souvent à dîner, et ça me faisait du bien. Ma sœur n'arrête pas de me dire que je devrais partir en vacances pour vider la tête. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais pour l'instant, je suis juste heureux d'être sorti de cette relation toxique. Avec le recul, j'aurais aimé voir les signaux plus tôt. Mais parfois, on apprend qu'à la dure. J'ai tout donné dans ce mariage. Mais elle voulait toujours plus. Elle voulait contrôler le récit, s'emparer de mes biens, et en plus me narguer avec sa nouvelle relation. C'était comme si je faisais face à une personne totalement différente de celle que j'avais épousée. Mais en la voyant s'effondrer devant le juge et les larmes qu'elle retenait quand il a annoncé le montant minimal de la pension, j'ai compris, j'étais enfin libre. Le montant que j'ai finalement dû payer était minime, comparé à ce qu'elle réclamait. Le juge avait fixé une durée très courte pour la pension, en tenant compte de la brièveté du mariage et du fait qu'elle vivait déjà avec son nouveau compagnon. Juste quelques mois de soutien, l'équivalent juridique de « prends ça et tourne la page ». Et sincèrement,
Je paierais ce prix 1000 fois pour me débarrasser de ce cauchemar. J'ai appris que maintenant, elle et son copain avaient des soucis financiers. Ils croyaient sans doute qu'ils sabreraient le champagne avec l'argent que j'avais durement gagné. Mais cette porte s'est refermée violemment sur leur visage. Disons juste que je ne perds pas une seconde de sommeil à cause d'eux. Ils ont creusé leur propre tombe. Maintenant, qu'ils y dorment. Voilà. C'est comme ça que mon divorce est passé d'un véritable cauchemar à l'un des moments les plus satisfaisants de ma vie. Mon ex-femme et son copain ont ri de moi devant le juge, convaincus qu'ils allaient réaliser le coup du siècle. Mais le juge a regardé les faits et a rendu un verdict qui les a laissés sous le choc. La morale de l'histoire ? Gardez de bons dossiers. Battez-vous pour vos droits. Et ne laissez jamais des personnes égoïstes vous écraser. Parfois, la vie vous rend vraiment justice. Et honnêtement ? Rien que de voir leur tête en comprenant qu'ils allaient repartir avec le strict minimum, ça valait chaque seconde de ce que j'ai enduré. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai ma maison, mes économies et un nouveau départ. Bien sûr, je garde quelques cicatrices de cette expérience, mais je préfère 1000 fois ces marques à rester enfermé dans ce désastre de mariage un seul jour de plus. Mon père rigole encore en disant que j'ai évité une balle. Ma mère dit qu'elle n'a jamais été aussi fière de moi pour avoir gardé mon intégrité. Et ma sœur ? Elle se moque en disant que je devrais écrire un livre là-dessus. Qui sait ? Mais pour l'instant, je voulais juste partager mon histoire ici, dans l'espoir qu'elle aide quelqu'un qui traverse une situation similaire à comprendre qu'on n'a pas à s'incliner devant ceux qui cherchent à vous exploiter. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, restez calme. Rassemblez des preuves. Faites confiance au processus. Et souvenez-vous, parfois, la meilleure des vengeances, c'est simplement de regarder depuis les gradins pendant que votre ex et son nouveau partenaire réalisent que le prix qu'ils croyaient avoir gagné n'a en fait jamais existé. C'est tout. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Ce fut des montagnes russes, mais maintenant, je suis sorti du manège. Et la vie est bien meilleure, les deux pieds sur terre. Commentaire Monsieur Reddit. Oh, quel dommage, le plan on pique la maison, la voiture, les économies et on fait ça avec du champagne n'a pas marché ? Peut-être que la prochaine fois, il devrait miser sur un plan un peu plus légal, ou apprendre à ne pas mordre la main qui les nourrit. Bravo au juge pour avoir gardé les yeux sur les faits et pas sur les larmes de crocodile.